Bonjour, on est sur ID Kids Today, le flux d'informations de la communauté ID Kids, et j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Jean-Luc Soufflet, qui est cofondateur avec Jean Duforest du groupe ID Kids, vice-président du conseil de surveillance. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Isabelle. Jean-Luc, l'idée c'est de faire avec toi comme avec Jean le pas de côté sur ce qu'on est en train de traverser comme crise pour bénéficier à la fois de ton recul et puis ton expérience pour se projeter dans la suite de l'histoire du groupe. Un peu comme Jean, qu'est-ce qui te surprend ou ne te surprend pas d'ailleurs dans la crise que le monde entier est en train de traverser? Peut-être d'abord à titre personnel, je suis plutôt heureux d'avoir disposé de temps et puis d'avoir pu me concentrer peut-être sur des choses plus essentielles. J'ai vu quand même des comportements extrêmement différents entre des peurs extrêmes, enfin finalement, je dirais totalement décalées par rapport à la réalité de la situation, et à l'inverse des insouciances particulièrement étonnantes. Donc il y a effectivement des réactions qui ont été très différentes. Donc, je suppose que tout le monde n'a pas été comme moi. J'ai aussi pu voir qu'il y avait des inégalités qui étaient assez exacerbées, parce que c'est sûr que vivre dans cette période, selon qu'on est dans des situations à peu près confortables ou mobilisé dans des petits appartements au chaud avec 4 enfants dont il faut s'occuper, etc., ça n'est pas très facile. Sur le plan un peu plus collectif, j'ai pu constater qu'en fait, il y avait un poids culturel entre les différents pays et cultures qui traitaient très différemment la situation. Je suis un petit peu inquiet des radicalismes populistes qui émergent encore un peu plus fort à l'occasion de ce genre de position, donc avec finalement une espèce de volonté de se rendre autonome de tout le reste pour se protéger. Je pense qu'on a aussi pris conscience d'une certaine fragilité de l'espèce humaine, et peut-être qu'on aura une accélération de la prise de conscience par rapport à gérer tout ce système éco-humain qui fait qu'on a intérêt à se remuer sérieusement si on veut durablement exister. Du coup, on sait tous que ça risque probablement de durer un peu, que certaines enseignes sont déjà touchées, et notamment au redressement judiciaire. Quelles sont nos chances de nous en sortir face à cette crise? C'est une bonne question, et j'imagine qu'un certain nombre de personnes se posent la question par rapport à ça. Je pense qu'on a d'abord une double chance, c'est qu'on a fondamentalement un vrai projet qui est encore plus d'actualité, à mon avis, que ce qui s'est passé, on reviendra dessus, et puis une situation financière qui est quand même fondamentalement saine. Parce que quand tu évoques des entreprises qui sont en difficulté maintenant, c'est en gros toutes celles qui étaient dans des situations très tendues en termes de trésorerie, d'équation économique. Je pense que nous, dans finalement dans la continuité de ce qu'on a toujours voulu, c'est-à-dire une entreprise familiale donc qui préserve autant que possible et au maximum sa capacité à rester indépendante financièrement, on a réussi en 2019 finalement à effacer notre mauvaise performance de 18 pour vis-à-vis de la communauté financière se retrouver dans des ratios qui faisaient que nous étions totalement clean. Et donc on a abordé la situation 20 en étant économiquement correct. Ça ne veut pas dire qu'on allait être performant, mais on n'avait aucune raison pour que la communauté financière, d'une façon ou d'une autre, ait des doutes sur notre capacité à continuer. C'est ce qui fait qu'on a pu, aborder les négociations avec les banques pour obtenir le PGE, qui va donc une sécurité, je reviendrai là-dessus, dans une situation où il n'y avait pas de problème pour l'obtenir. On a eu des difficultés techniques, comme toujours dans ces cas-là, tout le monde discute de tout, mais enfin ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors c'est certain que pour réussir 2019, on a utilisé un fusil à un coup, qui est d'avoir vendu notre siège en termes qu'immeuble et notre entrepôt de l'ERS. Mais ça a toujours été dans notre tête, à Jean et à moi, quand on a investi là-dedans au départ, c'est de dire c'est une espèce de petite quille de sécurité qui existera si un jour on a besoin de mobiliser de l'argent. Alors le deuxième temps, c'était naturellement d'obtenir ce PGE, donc qu'on va pouvoir moduler sur les 5 ans à venir en fonction de nos besoins. Donc ça, on va tranquillement regarder comment ça se passe sur l'année qui vient. Et maintenant, il y a un troisième temps qui, lui, est clé, c'est que, en fait, ce prêt dont nous disposons, c'est un prêt, donc c'est une dette. On a tout intérêt à ce que très vite elle s'éteigne. On a naturellement à considérer que c'est un filet de sécurité et non pas un droit à dépenser. Hein, donc je le redis parce que on pourrait croire que du coup on dispose de moyens financiers considérables. Non, c'est un filet de sécurité pour résister
dans la période de reconstruction qui va être nécessaire avec l'arrêt de l'activité qu'il y a eu, mais ça n'est naturellement pas pour consommer d'une façon irraisonnée. Je pense que ça va être, pour nous, métier textile qui avons dû conserver des stocks, donc on va pouvoir financer notre besoin de fonds de roulement, on va pouvoir sans doute résister à une concurrence qui va être un peu exacerbée, et puis il va falloir donc très vite remonter notre rentabilité. Donc on a les moyens de le faire, mais il faudra travailler comme ça. Alors, parmi nos différences, il y a le fait d'être une communauté, d'être un peu un écosystème. Et cette notion de l'écosystème ID Kids ouvert, est-ce que franchement, c'est le bon moment pour continuer à l'ouvrir et à le développer? Tu me tends la perche, mais je suis intimement persuadé que non seulement c'est le bon moment, mais ça n'a jamais été aussi bon. On a des marques solides, c'est sûr. On a des partenaires fiables et fidèles, même s'ils ont comme nous les mêmes difficultés, hein, il faut qu'ils gèrent aussi ces aspects-là. On a des racines profondes, on a un socle qui est solide. Dans l'accélération finalement des prises de conscience qui se font avec la crise du Covid, on a un vrai trésor qui est le lien entre l'enfant et la parentalité. Moi, je suis dans d'autres conseils, vous ne pouvez pas savoir à quel point tous les métiers cherchent comment aller sur le lien. Et nous, on a le plus beau lien qui existe, ce lien entre des enfants et des parents. Donc, à partir du moment où on a cet outil-là, que je pense, on a vraiment une véritable histoire par rapport à ça. On n'a pas inventé ça parce qu'il y a le Covid qui est arrivé. Ça fait partie de notre culture profonde. On a une offre physique qui est de produits qui est responsable, qui est attentif à un certain nombre d'aspects justement sur le côté futur, qui va prendre, j'espère, plus de dimensions écologiques, humaines et planétaires. On a des contenus, on a du service, ils sont engagés. Donc, si on arrive à créer cet écosystème, et donc pas seulement avoir des juxtapositions de ces activités, mais un vrai écosystème qui fait qu'on pourra accueillir de façon ouverte ceux qui, finalement, sont prêts à nous accompagner sur le même type de projet, je suis sûr qu'on peut faire une différence. Et des sociétés sur l'enfant qui ont cette capacité-là, quand je regarde ce qui existe sur notre planète, il n'y en a pas. Les grands leaders de l'enfance, c'est plutôt les enfants de ceux qui font du féminin. Et effectivement, on l'a vu largement à l'œuvre et de façon assez chouette pendant le confinement avec nos newsletters cross-marques. Absolument, absolument. Je dirais, oui, je pense même que ça fait partie des choses qu'on a assez bien réussi. Tu vois, cette relation, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, malgré l'arrêt du commerce, on a réussi à donner effectivement ce sentiment, ça n'est pas arrêté, on est toujours là. On est toujours là. Cette crise, elle pose aussi la question de la nature de notre métier. Oui. On s'est construit d'abord en tant que retailer. Oui. On s'est construit aussi avec un certain nombre de réflexes qui sont des historiques sur le fait de sourcer en Asie, à l'autre bout du monde, sur une bonne partie de nos produits, sur le fait que la logistique, elle était axée sur tout ce qui était livraison magasin. Mais on s'est aussi rendu compte avec la crise que là, potentiellement, tout ça, ça pouvait être une limite à notre accélération. Du coup, selon toi, est-ce que cette crise peut être une opportunité de faire différemment et comment faire différemment notre métier dans les années qui arrivent? Moi, je vois trois lieux où nos métiers peuvent bouger et doivent bouger, et si possible, urgemment. Voilà. Sur le commerce humain, et je reviens sur l'écosystème et le lien. Je suis persuadé qu'on peut multiplier finalement notre présence auprès du client physique à travers nos magasins, à partir du moment où on donne plus d'autonomie à nos équipes magasins. Moi, je pense que réellement, des équipes qui auraient, dans le cadre naturellement du respect de la recette de la marque, c'est pas faire n'importe quoi, qui puissent effectivement piloter leur clientèle, qui puissent effectivement l'accompagner, organiser des ventes particulières, etc. Enfin bref, qu'ils imaginent, parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils les voient, qu'ils imaginent effectivement de leur rendre des services différenciants, ce qui suppose donc de leur donner un certain nombre d'autonomie, qui suppose effectivement d'organiser quand même une data centrale qui va leur permettre de les nourrir. Donc il faudra trouver cette capacité aussi de capter de la donnée, de leur renvoyer, mais de faire que finalement, sur un territoire,
un magasin, c'est pas que le magasin physique, c'est le magasin physique, c'est le web, c'est le service, c'est la relation qu'il peut lui donner avec Enjoy s'il existe localement, etc. Donc, je crois que c'est vraiment une évolution qu'on doit faire, même si c'est des magasins qui restent chez nous. Hein, c'est pas pour les revendre, c'est pour dire, voilà, mettons-les en situation. Alors, tu me disais sur le plan flux ou logistique, c'est clair que la priorité web est majeure. C'est-à-dire, d'ailleurs, en rebond de ce que je dis sur le commerce continuera à exister valablement que s'il est soutenu avec un web extrêmement proche, c'est-à-dire très, très fluide entre les deux. Alors là, on a un sacré chantier parce que le standard du métier, c'est Amazon. Donc, est-ce qu'on arrive un jour à faire le service d'Amazon? Mais en plus, nous, comment on le fait dans le lien avec le retail? Alors, le troisième, sur ce, tu me parles naturellement de délocalisation et de relocalisation. Ça, c'est forcément le jargon qui est venu. Alors, personnellement, d'abord, la relocalisation textile, si elle a lieu, c'est pas pour demain. Je pense qu'il y a quand même un énorme gap entre les possibilités. Mais moi, je mettrais que sous l'angle du sourcing, la priorité, elle est finalement pour nous à maîtriser nos risques. Parce que fondamentalement, si on n'a pas de produit, la marque n'existe pas. Ça, c'est clair. Donc, c'est l'enjeu numéro un. Et les risques, ils sont à la fois géopolitiques, ils sont en termes d'agilité, en termes de, effectivement, de ne pas avoir des machins à 6 mois, ils sont en termes écologiques, en termes de respect de la planète, etc. Je pense que donc, c'est plus important d'avoir des partenaires que des fournisseurs. Donc, tout le plan de travail qui se fait actuellement pour dire arrêtons d'avoir 250, 300 fournisseurs travaillant durablement avec 30, que finalement, eux rentrent dans l'écosystème aussi, et qu'on ne les considère pas comme des fournisseurs, mais comme des partenaires. Je pense que l'écologie de la matière première est bien supérieure à l'écologie de la relocalisation. Jouer sur les matières comme les projets qui se font actuellement, de ce que j'en sais, parce que je ne suis pas au courant de tous les détails techniques maintenant, mais que ce soit les polyesters recyclés, les cotons organiques, le coton bio, enfin, si j'ai bien compris, d'ici 2 ans, en fait, on sera totalement dans cette voie-là et ça va être déjà très très fort ici à la rentrée. Donc ça me paraît majeur, parce que là, il y a un véritable impact écologique au sens. Et ça correspond aussi à une attente. Donc, la relocalisation, oui, si on peut la faire, oui, sans doute, partiellement, avec quelques cas où il sera possible, mais je pense qu'il faudra beaucoup de temps. En même temps, moi, je suis aussi très, très soucieux de dire, n'allons pas vers une radicalisation d'autonomie qui fait, voilà, on se réfugie dans notre boule de pays riches, on ne donne pas la possibilité de travail dans les pays où justement le textile est une voie de développement possible, et ce que les gens n'auront plus au travail, ils vont le chercher de gré ou de force. Donc, on a aussi une mission, alors, voilà, à accomplir quand on fait travailler dans des pays, je dirais, qui sont en voie de développement. On contribue progressivement à leur développement, à leur chance effectivement même de survivre tout simplement. Hein. Donc c'est pas neutre. Voilà. Donc je pense que c'est pas aussi simple que de se dire on relocalise. Dans ce qu'on vient de traverser, on a été quand même, comme beaucoup, pas mal chahuté. Qu'est-ce que, en tant que fondateur, qu'actionnaire, qu'est-ce qui t'a rendu fier dans ce que tu as vu de l'entreprise et des collaborateurs? Alors, y a pas mal de choses. Tout à fait, au début, j'étais assez sensible au sujet qu'il y avait, j'allais dire, les heureux qui avaient le droit de travailler et les condamnés qui étaient à l'arrêt. Je le dis exprès comme ça. Et où en fait, il peut y avoir un sentiment terrible d'être devenu brutalement inutile. Et je me suis dit, finalement, on a à la fois ceux qu'on a maintenus, et je trouve que c'est une chance pour eux dans l'action. Alors par contre, ils ont eu l'attention, l'énergie, parce que on leur demandait beaucoup. Hein, il y avait énormément de travail à faire par rapport à la réactivité à mettre en place, ce qu'il fallait modifier, etc., etc. Et puis on a réussi aussi à faire qu'on a tenu le lien justement précisément avec ceux qui n'étaient pas là. Et ça, je pense que c'était quelque chose d'extrêmement fort. Et puis je dirais finalement la mobilisation de ceux qui se retrouvent au front, les équipes d'entrepôt, hein, même si au début ils avaient la trouille, ben, ils y sont allés. Les magasins, quand ils ont réouvert, moi j'étais vraiment tout à fait, enfin pas étonné parce que je suis persuadé que ce profil est comme ça.
ces personnes qui sont habituellement sur le terrain, enfin retrouver leur magasin. Et elles y sont allées, même si elles avaient peur, c'est évident de comment ça allait se passer. Et donc, je trouve que globalement, on a eu un bel engagement. Et puis sans doute, il y a même eu enfin pas sans doute, il y a des personnes qui se sont révélées. Et du coup, c'est un peu ma dernière question, mais pour la suite, est-ce que tu aurais un guideline ou quelque chose à quoi tu as envie de nous encourager? L'idéal, c'est qu'en fait, on réussisse à continuer à faire ce qu'on pensait impossible et qu'on a réussi à faire pendant 3 mois. Le télétravail, j'en parle pas. Imaginer de se mettre au télétravail, on aurait discuté certainement pendant 2 ans, on de faire un test avec 3 personnes. Ben là, ça a été massif. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée, mais un de mes souhaits, par exemple, c'est qu'on trouve, et très vite, hein, c'est que dès septembre, on soit vraiment un nouvel équilibre du présentiel et du télétravail, parce que je crois que ça a eu des vertus. Alors, ça a ses faiblesses, mais moi, enfin, je le vois à travers d'autres entreprises aussi, tous ceux que j'interroge, il y a eu quand même des vertus d'efficacité, des vertus je dirais, d'échanges qui ont été suffisamment calibrés, où les temps de parole sont respectés. Enfin, alors c'était fatigant et ça peut pas naturellement tout remplacer. Il nous faudra du présentiel. Donc comment on va s'organiser pour aller chercher les deux côtés positifs d'à la fois du présentiel nécessaire et de ce temps qui finalement fait gagner du temps. Et puis on se met dans une logique d'autonomie. Et donc on va devoir se mettre sur une culture de résultat et pas une culture je dirais, de regarder ce qu'il fait. Voilà. La deuxième chose sur laquelle je vous encouragerais, c'est vraiment, à part tomber dans les inerties des longs temps de décision, voilà. Si on arrive à capitaliser sur ces 3 points, enfin 3 points-là, les impossibles devenus possibles, une nouvelle organisation du relationnel travail et l'agilité et l'autonomie, je pense qu'on a vraiment de quoi faire des progrès. Merci beaucoup, Jean-Luc, en tout cas pour ce temps de recul. À très bientôt aussi au siège. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Merci. À toi aussi. Au revoir.